Le 10-13 avec Philippe Bernard sur Énergie Var. 3 lettres, votre radio préférée. Énergie le week-end, on se détend, l'occasion de découvrir les nouveautés en matière d'ouvrage. Bonjour Agnès Bouquet, votre invitée aujourd'hui, c'est Marie-Dominique Lelièvre. Vous nous en parlez un petit peu en détail. Pourquoi on la reçoit aujourd'hui, Agnès, bonjour. Alors, pourquoi on la reçoit aujourd'hui ? Parce qu'elle vient de commettre un livre magnifique sur Françoise Hardy, intitulé Étoile distante, mais pas seulement, parce qu'elle a commis d'autres livres précédemment que j'avais lus avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir, c'est-à-dire un livre sur Sagan à toute allure, un livre sur Bardot, plein la vue, un livre sur Gainsbourg, un livre sur Yves Saint-Laurent, Coco Chanel, le numéro 5 de Chanel. Donc c'est une femme qui s'intéresse à des icônes contemporaines et derrière ça à la fabrique des stars, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une fan évidemment béate, mais elle essaie d'analyser la société française à partir de ses icônes. Donc là, Hardy, c'est son dernier opus, Étoile distante, et nous rentrons dans une histoire qui concerne cette icône, donc cette star dans les 10 premières années de sa vie, pour voir comment cette jeune fille, j'allais dire timide, réservée, presque autiste, dans une espèce de chambre coincée entre sa mère et sa sœur, va éclore remarquablement et devenir un modèle pour tous, y compris pour Mick Jagger. Alors j'ajouterai, avant de donner la parole peut-être à mon invité quand même, puisque que cette année je suis très heureuse de reprendre à l'Hôtel de Paris une saison qu'on a qualifiée d'iconique précisément, c'est-à-dire qui permet de montrer ce qu'est la magie de Saint-Tropez, puisque tous ces personnalités ont traversé, investi ou ont aimé Saint-Tropez. Ils sont venus ici parce qu'il y avait la magie de Saint-Tropez et ils en sont devenus partie prenante, c'est-à-dire évidemment je pense à Bardot d'abord, dont on va célébrer l'anniversaire en septembre et pour laquelle une exposition sera inaugurée à Saint-Tropez en août. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est une saison qui revient sur les fondamentaux, c'est-à-dire on va parler aussi bien de Karl Lagerfeld, on va parler du clan Delon à travers Anthony Delon. Avec son nouvel ouvrage, ouais, sa famille. Exactement, Entre chien et loup. On va parler aussi de Joséphine Baker, qui a eu un lien qu'on connaît peut-être, que tout le monde ne connaît pas, avec Bardot, qui l'a aidé à un moment donné. On va parler également de Sagan, bien sûr, à travers les ouvrages de Marie-Dominique, puisqu'on attaque très fort ce soir avec Marie-Dominique et ses 3 livres majeurs, les deux premiers Sagan et Bardot, et maintenant Hardy. On vous retrouve à l'Hôtel de Paris, Agnès Bouquet, ce soir à 19h. Il y a encore de la place ? Comment ça se passe tout au long de cette saison ? On peut venir ? Écoutez, j'allais dire en général, il faut réserver, comme vous le savez, par mail. On donne toutes les indications. Aujourd'hui, il nous reste un petit peu de place parce que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont voter. Macron a légèrement attiré du monde, où les élections ont quand même retenu certaines personnes à Paris. Mais nous sommes déjà une centaine, donc vous savez qu'on peut accueillir 150 personnes. Vous êtes les bienvenus. Dans ce très beau cadre. Merci Agnès, on vous retrouve dans un instant avec ce livre qui s'annonce passionnant, Marie-Dominique Lelièvre, votre invité aujourd'hui ce samedi 9 avril. À tout de suite. Le 10-13 avec Philippe Bernard sur Énergie Var. Elle s'occupe des stars, des écrivains. Notre journaliste, on la retrouve, Agnès Bouquet, avec son invité aujourd'hui, Marie-Dominique Lelièvre. Agnès Bouquet, à vous nous la présentez un petit peu. Elle est déjà connue, bien sûr. Avec genre, oui, elle est très connue, mais il y a toujours des tiroirs à ouvrir. Alors Marie-Dominique Lelièvre, par exemple, m'a surprise parce que c'est une femme en fait qui a commencé non pas dans une école de journalisme, mais elle voulait faire une grande école, n'est-ce pas Marie-Dominique ? Grande école parce que j'étais très jeune, j'étais assez jolie et je me disais que on me prendrait pour une idiote, donc il fallait que j'ai un diplôme de grande école. Donc j'ai fait HEC, oui, mais je n'ai jamais utilisé ce diplôme. Voilà, alors vous n'avez jamais utilisé ce diplôme parce que vous vouliez très tôt écrire. Oui, je voulais écrire. J'ai donc commencé par faire du journalisme au Matin de Paris. Qui était le journal à la mode parisien, quotidien et de gauche à l'époque. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout qu'il y avait des grands papiers, des grandes stories déjà un peu à l'anglaise. Et
Et voilà, je me suis débrouillée pour écrire ces grands papiers. Alors justement, en parlant d'un grand papier, finalement vos pas vous ont très tôt conduite à Saint-Tropez, puisque votre premier article, et c'est ça qui est amusant, s'appelait Saint-Tropez, un village de pêcheurs qui n'existe pas. Que voulez-vous dire par là, Marie-Dominique, qui aujourd'hui est bien à Saint-Tropez ? On m'avait envoyé en reportage à Saint-Tropez et en fait en rentrant je ne savais vraiment pas quoi écrire parce que j'avais vu, enfin j'ai raconté à un copain tout ce que j'avais vu. Je me dit c'est complètement dingue cet endroit, tu te rends compte. Bon par exemple la femme de chambre d'Eddie Barclay m'a raconté que c'était génial, le matin elle serre les pompes de célébrités. Les gens se font tous un film et lui il m'a dit oh bah Saint-Tropez, petit port de pêcheurs n'existe pas. Donc j'avais le début de mon papier et j'ai raconté tous ces gens qui sont en vacances à Saint-Tropez et qui se font des films, des fantasmes, les gens qui vont jouer aux boules sur la place des Lys et qui vous expliquent que c'est merveilleux cette vie de village alors qu'en fait il y a 10 000 personnes tout autour. Enfin c'était ça, voilà. Alors finalement c'était déjà la fabrique d'un village star, oui, Saint-Tropez. Oui. Est-ce que c'est pas ça le point commun de votre lecture des gens que vous interviewez ou des papiers que vous écrivez et des livres maintenant que vous faites bien sûr depuis un certain nombre d'années, ce n'est pas de montrer comment une star se fabrique. Et précisément pour parler de notre sujet du jour, c'est-à-dire Françoise Hardy, vous êtes attardé aux 10 ans qui ont permis de fabriquer cette star devenue une icône de mode, une icône de mode, évidemment une chanteuse, internationalement connue, admirée de Mick Jagger. Donc c'est un peu ça qui est le point commun. Oui, c'est vrai, je pense que je ne l'ai pas vraiment fait exprès, mais ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas dans le livre sur Françoise Hardy, je me suis efforcée de reconstituer les 10 années pendant lesquelles une jeune fille assez quelconque au départ, sans relation, qui ne chante pas particulièrement bien, qui n'est pas musicienne, qui n'a aucune relation, se transforme en l'espace d'une dizaine d'années en une star internationale qui est à la fois une icône de mode, comme vous l'avez dit, mais qui est aussi une artiste dont la musique est admirée aussi. Alors aussi bien en France, évidemment, où elle a connu un très grand succès, mais aussi à l'étranger. Mais d'ailleurs, elle a de toute façon derrière elle maintenant 50 ans de carrière. Je crois qu'elle a une trentaine d'albums. Et j'ai, pour les besoins de cette interview, réécouté nombreuses de ses chansons. Et c'est vrai qu'elles font partie de notre mémoire collective. Alors, c'est des chansons, finalement, quel serait le secret du succès, finalement ? Si on connaissait le secret du succès, on serait pas là. On serait très riche. Mais non, je crois dans son cas que ce n'est pas sa voix remarquable, parce qu'elle commence à chanter je crois que c'est au printemps ou à l'été 62, et à l'automne 62, il y a des élections en France, et elle apparaît pour la première fois à la télévision, qui n'est pas encore l'outil d'aujourd'hui, mais qui commence à se répandre dans les foyers. Et immédiatement, elle frappe et elle devient, enfin sa chanson devient un énorme succès. Tous les garçons et les filles. Oui, c'est tous les garçons et les filles en effet. Et ce n'est pas sa voix. Je pense que c'est la manière dont elle raconte ces petites histoires mélancoliques, ces petites chansons qui racontent toujours, c'est toujours un petit scénario autour d'un chagrin, d'une attente. Et elle le fait avec sincérité. Et je crois que c'est ça qui a touché les gens et qui nous touche encore d'ailleurs. Absolument. Alors, il faut dire qu'elle aura par ailleurs l'art de la rencontre assez fort, ou la chance, on va dire, puisqu'elle va progressivement croiser sur sa route, par exemple, un Jean-Marie Perrier qui, par amour et par admiration d'un physique époustouflant, va l'ériger au rang de vedette, si ce n'est de star. Oui, c'est ça qui est très étonnant lorsqu'on regarde son parcours, c'est que cette fille qui ne connaît personne rencontre, disons, elle doit avoir une espèce d'ange gardien qui la dirige vers les bonnes personnes. D'abord, son directeur artistique, Jacques Wolfson, qui est quand même un type extraordinaire, puisque avant elle, il a découvert Johnny Hallyday, et après elle, il découvrira Jacques Dutronc. Elle rencontre, elle a un amoureux, son premier amoureux, qui est Jean-Marie Perrier, qui est le photographe à la mode de cette période-là, puisqu'il travaille dans un magazine pour adolescents qui s'appelle Salut les copains. Et à chaque fois, à chaque étape de sa vie, elle fait des sortes de rencontres comme ça, assez miraculeuses. Très bien. Eh bien, on va retrouver la suite de ce parcours exceptionnel dans quelques minutes. Le 10-13 avec Philippe Bernard sur Énergie Var.
Ah oui, alors donc Saint-Tropez et Françoise Hardy, on a retrouvé effectivement quelques images, je le disais à Marie-Dominique, parce qu'elle a dû venir faire des shootings ici, mais ça n'a pas été non plus quelqu'un qui est venu régulièrement. Elle avait bien sûr des amis, notamment, chose amusante, elle était effectivement amie avec Johnny, parce que ce que j'ai découvert à travers le livre de Marie-Dominique, elle est née dans la même clinique que Johnny Hallyday, la même année d'ailleurs, et on se rend compte que ce 9e arrondissement a d'ailleurs été un vivier, c'est-à-dire qu'il y a eu des naissances qui étaient voisines, mais également des appartements, des vies voisines. Dutronc habitait là-bas. D'ailleurs, dès les débuts de Françoise Hardy, à un moment où elle traîne dans un magasin de disques et d'ailleurs épate le disquaire parce qu'elle en sait plus que lui, il y a une espèce de binoclard, n'est-ce pas, Marie-Dominique, qui commence déjà à la mater dans les coins. Oui, mais parce que ce 9e arrondissement, c'est très curieux, j'ai jamais compris pourquoi, mais ça a vraiment été un vivier de stars. Johnny, Françoise Hardy, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc. Bon, il y a le golf de Rouault, mais je ne crois pas que ce soit la présence du golf de Rouault qui... Et ils fréquentaient tous le même magasin de disques à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin. Et voilà, ils se sont croisés là-bas, mais ils n'avaient pas tout à fait le même rapport aux disques, puisque Dutronc les volait et Françoise Hardy les achetait. Oui, voilà, et elle éblouissait effectivement par ses connaissances musicales. Alors à l'époque, elle écoute un groupe, les Everly Brothers, donc elle est très, vous dites, c'est une fille de Radio Luxembourg. Oui, en fait, c'est toute cette génération qui sont nés à la toute fin de la guerre, entre 44 et 45, que ce soit les Britanniques comme Keith Richards ou Mick Jagger, les Kings, ou Françoise Hardy en France et d'autres artistes français, écoutaient une radio qui émettait depuis le Luxembourg et qui émettait en direction des adolescents. Et cette radio était sponsorisée par les majors américaines et on déversait, c'est un peu le plan Marshall musical des Américains, on déversait toute la musique rock américaine, dont par exemple les Everly Brothers, Paul Anka, enfin tout un tas d'autres. Et les Everly Brothers ont été vraiment une influence séminale pour toute la pop des années 60. Voilà. Alors, dans les rencontres qui ont compté, on parlait tout à l'heure et on va revenir puisque c'est quelqu'un qui a fréquenté assidûment Saint-Tropez, Jean-Marie Perrier. Alors, ce qui est intéressant dans cette première rencontre amoureuse, puisque autant la carrière musicale de Françoise est une réussite à son image, c'est-à-dire qu'elle décidera d'ailleurs d'arrêter la scène très tôt parce qu'elle déteste la scène. Vous en parlez de manière extrêmement bien écrite. Vous parlez de cette mer noire qu'elle publie que pour elle, c'est-à-dire un espèce d'objet indistinct qui l'affole, qui la panique. Donc au bout de 3 ans, je crois, elle arrête la scène. Oui, un peu plus, je crois. Elle a fait de la scène un peu plus longtemps, je crois. Oui, enfin 3-4 ans. En tout cas, elle n'en a pas fait très longtemps. Et dès qu'elle a pu arrêter, elle s'est enfuie. Voilà. D'ailleurs, elle le dit de manière assez amusante dans une interview, toujours avec cette espèce de délicatesse, cette provocation qui la caractérise. C'est-à-dire, elle sort des choses énormes. C'est qu'elle dit à un moment donné, de toute façon, je pouvais m'arrêter, je pouvais me permettre de ne plus faire de scène parce que je vendais assez de disques. Oui, elle a une espèce de franc-parler qui est je ne sais pas si c'est de la provocation. Chez Brigitte Bardot, par exemple, le franc-parler, c'est quand même de la provoque. Oui. Chez Françoise Hardy, c'est juste qu'elle n'a pas vraiment conscience de l'autre et des réactions de ses paroles sur les autres. Donc ça peut être assez franc, assez brutal même parfois. Alors donc, je le disais, une carrière musicale qui démarre très fort, mais à côté de ça, donc la vie sentimentale, on va l'observer d'ailleurs à travers les rencontres amoureuses qui sont retracées dans votre livre, c'est quand même un petit peu chaotique, c'est-à-dire comme si elle choisissait électivement des hommes qui ne vont pas bien l'aimer, des hommes qui ont tendance à être absents. Alors je pense par exemple à Jean-Marie Perrier, certes, il y a une histoire d'amour qui d'ailleurs donnera naissance à une chanson. Oui, en fait, elle choisit toujours des hommes qui sont quand même très absents. Mais elle-même était très absente du temps de Perrier, parce qu'ils étaient tous les deux, lui, en train de faire des photos, pratiquer son métier de reporter. Donc, c'est normal, il est absent. Elle est chanteuse, elle fait de la scène à cette époque-là. Mais même lorsqu'ils sont réunis, lui a raconté que lorsqu'il lui propose de sortir, elle s'enferme dans la salle de bain. Elle préfère, plutôt que de sortir avec lui, s'enfermer dans la salle de bain et composer des chansons. Il est 11h sur Énergie Radio. Le 10-13 avec Philippe Bernard sur Énergie Var.
Et c'est passionnant. Depuis tout à l'heure, on retrouve Agnès Bouquet et son invité Marie-Dominique Lelièvre. Ma chère Agnès, c'est à vous. Alors avec plaisir, bah oui c'est passionnant parce qu'on revit des années magnifiques avec des personnes et des personnalités qui sont venues à Saint-Tropez. Je pensais effectivement à Jean-Marie Perrier dont nous parlions tout à l'heure, bien sûr à Johnny, à Sylvie Vartan dont Françoise Hardy sera l'amie avec évidemment des caractères très opposés, des physiques très opposés. C'est vrai pour parler quelques minutes du physique d'ailleurs de Françoise Hardy, elle révolutionne l'image de la femme. On passe d'une Bardot pulpeuse à une Monroe aussi pulpeuse, des hanches, des seins, à quelqu'un d'androgyne, à un point tel, Marie-Dominique, que d'ailleurs Mick Jagger va s'identifier complètement à elle et être une espèce de pendant masculin-féminin. Oui, elle correspond, enfin, elle apparaît à un moment de changement complet de physique. Chaque époque a son physique à la mode pour les femmes. La période précédente, c'est la silhouette de Dior, hein, c'est le New Look, c'est les hanches et la taille. Hardy, quand elle était à l'école, tout le monde se moquait d'elle, hein, en la traitant de grande bringue. Elle était très, très, très maigre, très, très androgyne, des hanches assez plates. Et à partir du moment où et puis en plus elle a cette espèce de longue chevelure là, les cheveux raides comme ça, et à son apparition le physique à la mode va vraiment très 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 nettement changer. Les filles vont commencer à enlever leur choucroute et à avoir des cheveux très lisses, et elle fait la conquête, en tout cas la conquête je dirais artistique de Mick Jagger, qu'elle rencontre à Londres où elle est venue enregistrer. Et Jagger est quelqu'un qui va se glisser à plusieurs reprises dans les studios où elle est en train de travailler. C'est le directeur artistique anglais Charles Blackwell qui a assisté aux séances qu'il a relatées par la suite. Et il est très fasciné par elle. C'est quelqu'un, Jagger, qui prend tout ce qu'il peut aux autres. Il est encore un très très jeune artiste. Il a besoin de se fabriquer, il a besoin de se constituer une identité. Et cette identité, un peu, enfin ce qui est aujourd'hui le no gender, mais non pas asexué, parce que on peut vraiment pas dire que Jagger soit asexué, mais en tout cas, il lui emprunte de l'androgynie, même si évidemment ils n'ont pas vraiment le même physique, mais voilà. La même bouche charnue, en tous les cas, ils l'ont. Alors, ils ont tous les deux une très belle bouche. Et elle a une très très belle bouche, très bien dessinée, et elle l'a toujours maquillée avec du beige, parce qu'elle assume pas vraiment cette sensualité de sa bouche, alors que lui, bon, sa bouche à lui est beaucoup plus... je dirais beaucoup plus animale que celle de Hardy. Tout à fait. Alors vous l'analysez assez bien, c'est-à-dire ces deux timides, l'un l'exprime par l'exubérance, l'autre l'exprime par le retrait, mais ils ont tous les deux cette espèce de timidité des débutants aussi. Oui, ce sont tous les deux des timides, mais, et tous les deux, oui, exactement, des débutants et des maladroits. Et on le voit très bien quand on regarde des vidéos de Jagger au tout début. Il y en a plein sur YouTube, c'est extraordinaire parce qu'on sent qu'il ne sait pas très bien comment se placer. Il prend des maracas pour jouer. Enfin, et chez elle, c'est différent. C'est pas le même genre de timidité, mais en effet, elle, c'est une vraie introvertie. Alors, ce qui est amusant, c'est que timide, mais pas complètement, puisque nous découvrons à la lecture de ce livre décidément passionnant et extrêmement reconstruit, les scènes sont particulièrement bien reconstruites, on est dedans, que Mick Jagger a quand même réussi à lui faire du pied sous la table toute une soirée, mais nous noterons qu'il lui a fait du pied sous la table, pas un jour où ils dînaient tous les deux, mais un jour où ils étaient à 3, je crois d'ailleurs, avec Jean-Marie Perrier. Oui, ils étaient plusieurs à table dans un restaurant parisien, et Jagger lui faisait du pied sous la table, mais dit-elle, il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mais écoutez, ma foi, c'est étonnant. Je pense que ce qu'on lit à travers ce livre, enfin, non seulement à travers, mais dedans, c'est qu'au fond, elle n'avait absolument pas conscience de cette beauté, de cet impact qu'elle pouvait avoir. C'est-à-dire qu'elle se vivait finalement comme sa grand-mère l'avait épinglée, c'est-à-dire une vilaine, un peu grosse du ventre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été gâtée au départ, les filles n'étaient pas très bonnes, si je puis dire. Non seulement elle a eu une mère, et je me permets d'en parler parce que ça c'est vraiment déterminant dans sa vie amoureuse future, une mère qui l'a laissée pleurer pendant 1 mois dans son berceau parce que la mère n'était pas dans la tendresse mais dans l'éducation ferme, n'est-ce pas Marie-Dominique? Néanmoins elle sera son coach futur, et sa grand-mère qui l'a toujours dénigrée. Oui, c'est très curieux. Elle a une grand-mère assez méchante, et même très méchante, qui ne l'aimait pas et qui critiquait son physique
en l'accusant d'avoir un gros ventre. J'ai du mal à le croire parce que j'ai vu des photos d'elle très jeune et elle est déjà très très mignonne comme petite fille. C'est pas comme Bardot, par exemple. Bardot, c'est vrai qu'elle a été assez disgracieuse à un certain moment de sa vie. Non, Françoise Hardy, non, elle était très mignonne. Et cette grand-mère était très méchante et malheureusement, elle a été très méchante au moment de l'adolescence d'Hardy. Et Hardy a toujours eu l'impression, oui, qu'elle était moche. On se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup Marie-Dominique. Le 10-13 avec Philippe Bernard sur Énergie Var. Ben, on y retourne. Avec Agnès Bouquet, elle sera ce soir à l'hôtel de Paris. C'est son fief Agnès là-bas. On vous retrouve à quelle heure? 19h, c'est ça? On se retrouve à 19h, Philippe, hein, et je compte sur vous, bien sûr. Attendez, avec plaisir. Vous nous présentez votre invité, peut-être certains nous rejoignent, des auditeurs en cours. Hein. Alors, Marie-Dominique Lelièvre, que je suis très heureuse de recevoir parce que je l'ai lue régulièrement. Elle nous a pondu, si je puis dire, des biographies extrêmement enquêtées sur des personnages iconiques, notamment de Saint-Tropez d'ailleurs, ou en partie de Saint-Tropez, comme Sagan, Bardot, mais aussi Gainsbourg, Yves Saint-Laurent, Coco Chanel. Et je dois dire qu'elle décortique un destin d'une manière remarquable, assez exceptionnelle. Alors parfois elle ne rencontre pas ses invités parce qu'elle veut rester libre, c'est une femme de caractère. Exemple Bardot, elle ne l'a jamais rencontré parce que Bardot aime relire la copie et que Marie-Dominique veut être parfaitement libre. Donc Marie-Dominique est une journaliste, elle a été notamment la portraitiste, oui, tout à fait, Marie-Dominique, de Libération. Elle fait toujours les portraits dans Libération, les fameux portraits qu'on avait dans la quatrième de couverture, la DER du journal, des portraits fabuleux. Elle a participé à la grande aventure de la presse à l'époque où il y a eu la création, je parle sous votre contrôle, de l'événement du jeudi. Oui. Voilà. Elle a d'ailleurs fait un portrait de Claude Perdriel, par ailleurs, n'est-ce pas? Oui, qui a créé le Nouvel Observateur et le Matin de Paris. Voilà. Donc il y a eu des biographies qui n'étaient pas juste des biographies de vedettes, mais de gens aussi avec des destins exceptionnels. Et là, nous revenons à nos moutons, c'est-à-dire notre très joli mouton, Françoise Hardy. Alors Françoise Hardy, dont Maurice Chevalier dit qu'elle a un visage à foule, dont Gabin qualifie de la discrète, Buffet la compare à une électre, et Marie-Dominique, dans un chapitre qui est intitulé « Une fille, eau et savon », montre à quel point c'est une beauté naturelle, une beauté sans fard et presque une beauté sincère, justement, parce qu'il n'y a pas de maquillage ni au sens propre ni au sens figuré chez Françoise Hardy. Alors c'est ainsi qu'elle séduira à son insu d'abord Jacques Dutronc, puisque Jacques Dutronc repère cette jeune femme dans les allées d'un magasin de disques, et qu'ils se retrouveront des années plus tard grâce à son premier agent Wolfson, dont Dutronc est le modeste secrétaire, donc à l'époque moche, binoclard et avec un peu d'acné. Je crois qu'il rentre du service militaire, il est maigre comme un clou, il ressemble à rien. Il regarde Françoise évidemment avec beaucoup d'admiration, elle ne le calcule pas, sauf qu'à un moment donné, je crois qu'elle en aura besoin pour l'accompagner musicalement. Il ne voudra pas. Alors Marie-Dominique, est-ce qu'il veut pas parce qu'il est impressionné, déjà amoureux? Est-ce qu'il veut pas parce que d'une certaine manière c'est sa position? Il ne veut jamais, au fond. Oui, alors je ne sais pas très bien pourquoi il a refusé. Mais une chose est sûre, parce que quand on dit Jacques Dutronc était moche, on a du mal à le croire. Mais franchement, c'est vrai, j'ai vérifié, j'ai vu les photos. Et il y a vraiment des photos où il n'était pas très gracieux. Puis il y a une autre chose aussi qui le mettait lui mal à l'aise, c'est qu'il est plus petit qu'elle. Puis elle était une vedette lorsque lui n'était rien. Donc il était en effet très épris d'elle. Et elle lui a proposé de l'accompagner en tournée. Il n'a pas voulu. Je ne sais pas très bien pourquoi. Il dit parce qu'il a dit longtemps après que c'est parce qu'il espérait mieux, mais bon, ça c'est peut-être un peu qu'il voulait rester avec ses potes, tout simplement. Oui, probablement. En tout cas, voilà. Voilà. Donc alors effectivement, elle lui court un peu après, mais pas pour des raisons sentimentales. Finalement, ils vont être rapprochés presque par la presse d'ailleurs, qui titre Dutronc Hardy comme si le couple était déjà constitué. Or, on a affaire à deux timides, à deux solitaires d'une certaine manière. D'ailleurs, vous dites dans votre livre, la timidité, la solitude, c'est une forme de timidité. Alors, ils vont finir par se retrouver au-delà de leurs duos musicaux un été en Corse, puisque Françoise a invité sa bande dans une maison à Montélimar.
Monticello que lui a fait acheter Jean-Marie Perrier. Et alors, qu'est-ce qui se passe cet été-là, Marie-Dominique ? En fait, je trouve que ce qu'il faut quand même souligner, c'est ce qui se passe avant, parce que c'est quand même ça qui est incroyable. C'est que quand elle commence à sortir avec lui et Jacques Wolfson dans les boîtes à Paris, mais parce qu'elle est en train de soigner un sacré chagrin d'amour, une de ses grandes passions qui a été un acteur anglais qui l'a plaqué plus ou moins. Et donc ils sortent à trois, mais elle ne s'intéresse toujours pas à Dutronc. Mais leur agent, Jacques Wolfson, qui a le sens des bons investissements, estime qu'à ce moment-là, deux artistes, puisque Dutronc a commencé à faire ses premières chansons, et évidemment, en faire un couple, ça serait formidable. Donc c'est ce qu'il fait. Il les fait chanter dans des émissions de variété. Il leur fait interpréter un duo qui s'appelle Hardy Dutronc, Dutroux Hardy. Bon. Et la presse s'empare aussi de ce couple, mais qui n'existe absolument pas en réalité. Et puis, en effet, à force d'insistance, un été, ils vont finir par craquer. Et là, la scène est connue parce qu'ils l'ont raconté l'un et l'autre de nombreuses fois. Ils passent une soirée à avaler des cocktails, des verres et tout, sans qu'il se passe rien. Et les copains de Dutronc lui ont dit... il faut y aller. Alors, il y a une histoire alors, suivant les versions, c'est un pull-over rouge. Les autres versions, c'est une écharpe rouge. Mais en tout cas, s'il a réussi à matérialiser les choses, eh bien, ça sera un chiffon rouge. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Très bien. La suite sur cette histoire de vie peu commune. Le 10-13 avec Philippe Bernard sur Énergie Var. Fait chez elle à la fin des années 90, vers 2000. Je cherchais un appartement et il se trouve que j'ai visité sa maison familiale, sa maison de la rue Allée, celle dans laquelle elle avait vécu avec Dutronc et Thomas et son fils Thomas, dans lequel elle habitait toujours d'ailleurs, puisque c'est elle qui a ouvert la porte quand je suis arrivée avec l'agent immobilier. Et quand vous visitez, je connaissais déjà cette maison puisque j'étais venue l'interviewer, mais elle m'avait reçue dans le salon. Mais quand vous visitez pour acheter, vous voyez tout, de la cave au grenier, en passant par les parties les plus intimes d'une maison. Et les maisons, c'est extraordinaire parce que quand on les visite, on voit vraiment comment les gens habitent leur existence. Et là, j'ai vraiment pris... J'ai été très très marquée par ce moment parce que le salon en bas tout peint en noir, ça je connaissais déjà, puis je connaissais bien la maison de Gainsbourg qui était aussi tout en noir, mais toute la maison était noire chez les Hardy Dutronc, sauf la chambre du fils. Mais chacun habitait un étage distinct. Donc vous aviez les trois membres de la famille qui s'étageaient les uns au-dessus des autres, et la chambre de Françoise Hardy, ça m'a fait l'impression à moi, en tout cas, d'une petite cellule de monial, quoi, parce que il y avait un lit et puis d'un côté du lit une petite table avec un appareil pour écouter de la musique. Je sais plus très bien ce que c'était, et de l'autre côté un ordinateur. Ça, je me souviens très bien parce que c'est là qu'elle préparait ses chroniques astrologiques à ce moment-là. Puis après, l'agent immobilier a ouvert la porte de la salle de bain, et alors là, c'était une salle de bain. Alors là, vraiment comme dans un monastère, c'est-à-dire qu'il y avait sur la baignoire des produits extrêmement simples, un flacon de dope, un savon Palmolive, enfin vraiment des produits très très simples. Et moi, dans mon imagination, elle est une star, donc elle doit avoir, je sais pas, des trucs de fou, quoi, énormément de belles cosmétiques, des maquillages à n'en plus finir, d'énormes flacons de parfum. Enfin, moi, je m'étais fait un film, mais en tout cas, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai réalisé, parce qu'elle me l'avait dit en interview auparavant, elle m'avait dit, moi, je passe la journée dans ma chambre là-haut. Et j'ai réalisé que c'était en effet son mode de vie, c'est-à-dire qu'elle passait ses journées dans cette petite chambre organisée autour de son travail, c'est-à-dire sa passion énorme pour la musique, où elle composait ses paroles, et aussi ses chroniques astrologiques. Et à ce moment-là, je me souviens, parce que je suis rentrée chez moi et je me suis dit, mais de toute façon, j'écrirais sur elle. J'avais déjà écrit sur Serge Gainsbourg et je savais qu'elle faisait partie de mon top 10 des stars françaises. Mais je sais aussi comment je commencerai le livre parce que c'était vraiment très frappant. Alors, ce qui est frappant, finalement, c'est qu'elle a reconstitué des années plus tard, ou d'ailleurs, elle n'a jamais lâché, finalement, ce qui a été le cocon de départ, l'univers claustral dans lequel elle a vécu avec sa mère et sa sœur rue d'Aumale, dans 40
40 mètres carrés, avec un univers constitué de quelques livres de poche, une petite étagère où elle avait tout son univers. D'ailleurs, je crois qu'elle se baladait avec une petite valise noire quand elle partait en tournée avec ses éléments qui lui rappelaient son paysage intime, son paysage intérieur. Et ce qui est fou dans le livre, entre autres choses diverses, c'est de voir que finalement la boucle se boucle avec une reconstitution de l'univers premier. Oui, parce que la dernière fois que je lui ai rendu visite, donc je l'ai vu dans ces 3 maisons, hein, la rue Allée, la Monticello en Corse et maintenant Le boulevard, 16e. Enfin oui, dans le 16e. La dernière fois, je suis restée avec elle tout l'après-midi et quand le jour est tombé, c'était à l'automne, à ce moment-là, j'ai vu s'allumer dans un coin de la pièce son ordinateur et j'ai réalisé que ce petit espace dans un coin de la pièce, ce petit pupitre, c'était en fait son lieu de vie. Un lieu de vie que nous allons retrouver ce soir et dans lequel nous allons pénétrer pendant 2 heures à l'hôtel de Paris Saint-Tropez. J'espère que nous vous retrouverons nombreux. Beaucoup de choses passionnantes et puis des annonces que nous allons faire ce soir. On peut vous en dire déjà un petit mot. Marie-Dominique va reprendre la biographie de Bardot et l'enrichir d'un nouveau chapitre dont je ne dirai rien pour le moment. Donc nous aurons le plaisir d'avoir Dominique dans les ruelles de Saint-Tropez, à la terrasse du Sub, sur les toits de l'hôtel de Paris, qui, je le rappelle, est le fief de nos activités culturelles. Je remercie bien sûr l'hôtel, Pierre Ferchaud, son directeur, Madame Drey, la propriétaire, qui depuis 2016 donne la part belle aux artistes et aux écrivains, qui auront d'ailleurs le bonheur d'être consacrés parce que nous créons un prix littéraire en octobre, dont je vous dirai quelque chose dont je vous dirai plus de choses, pardonnez-moi, dans quelques semaines. Merci beaucoup, merci Marie-Dominique, merci Énergie, vive la littérature, vive Saint-Tropez, vive nous. On termine là-dessus, on est heureux. Ce soir 19h, l'hôtel de Paris, on le rappelle. Merci Marie-Dominique Lelièvre. Le livre est dispo, bien évidemment, hein, sur Françoise Hardy. À très vite, on vous retrouve sur cette prochaine antenne sur Énergie Var. À très vite. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Le 10-13 avec Philippe Bernard sur Énergie Var.